Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une artiste, Stécie Grabias. Salut Stécie. Salut. Alors Stécie, j'ai eu la chance de te repérer sur les réseaux sociaux. Alors moi, les réseaux sociaux, tu vois, c'est plus de la veille pour aller dénicher des gens qui m'inspirent. Du coup, ça a été le cas pour toi, avec toutes les œuvres que tu publies, que je trouve vraiment super chouettes. Et merci du coup Instagram de m'avoir fait découvrir via une story venue de nulle part les différentes œuvres que tu fais là sur les murs et tout ça. Et merci d'avoir répondu en tout cas favorablement à mon interview. Bah avec plaisir. Le hasard fait bien les choses quand même. Bah écoute, en tout cas ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu alors moi je te considère être comme une artiste, mais du coup est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Alors moi, je dessine et je peins depuis que je suis toute petite. Je suis vraiment née avec des crayons dans les mains. Et donc quand j'étais petite, je peignais sur des petites feuilles A4. Plus tard, j'ai commencé à faire des petites toiles. Ensuite, les toiles étaient de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, je peins uniquement sur des murs. Donc je suis artiste fresquiste et je fais des fresques murales. Je dirais que mon style de dessin est un petit peu inspiré par l'Asie parce que j'ai vécu en Chine pendant 3 ans. Donc l'apprentissage des caractères chinois, en fait, m'a permis aussi de développer un style qui m'appartient, on va dire. Et voilà, donc maintenant, je me déplace partout en France pour réaliser des fresques murales, donc chez des pros ou chez des particuliers. Bon, bah super. Bon, en tout cas, on mettra dans le descriptif de l'épisode des fresques que tu as pu déjà faire, comme ça les gens pourront en tout cas voir un petit peu et se représenter les belles fresques murales que tu fais. Alors, le podcast débute toujours par un portrait chinois. Voilà. Du coup, on va te faire repartir en Chine pendant quelques minutes. Non, même si voilà. Il n'y a pas de questions difficiles. C'est juste pour apprendre un petit peu mieux à cerner un petit peu ta personnalité et puis te faire un warm-up avant de parler un peu de mental. Ça marche. Alors, Stécie, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? C'est une question super difficile, ça, pour un artiste. C'est pas possible de choisir une couleur. J'ai le droit de prendre 2? Oui, tu peux en prendre 2, 3, si tu veux. Je vais dire le vert de Falto et le terre de Sienne. On va dire bleu et marron pour être plus simple, mais le vert de Falto, c'est un bleu qui est un peu vert, qui a une petite touche de jaune dedans. Et le terre de Sienne, c'est une couleur marron, mais très chaude, vraiment naturelle, quoi. Et pourquoi tu choisis ces 2 couleurs-là? Bah, c'est mes couleurs préférées. À choisir, j'utiliserai que ces couleurs pour mes fresques. Après, je m'adapte aussi un petit peu à ce que mes clients demandent, mais ouais, c'est vraiment mes couleurs préférées. Je trouve que elles s'associent très bien ensemble. C'est des couleurs qui sont complémentaires aussi. Donc voilà. Si tu devais choisir le moment de la journée que tu préfères, ce serait lequel? Le matin, parce que je suis plus productive, je dirais. Alors le matin, c'est plutôt 5h, 6h, 7h. 9h. Je me lève plus tôt, mais le temps d'avoir bu mon café et d'être un minimum en forme, on va dire 9h. Ok. Donc du coup, tu peins jamais le soir? Ça t'arrive? Ça m'arrive. Si, ça m'arrive. On va dire que tout ce qui va être travail sur ordinateur, etc. Donc en amont, ça va être plus le matin, mais la peinture, c'est vraiment toute la journée. Il y a pas d'heure. Il y a vraiment pas d'heure.
Si tu devais choisir une qualité qui te caractérise le plus, ce serait laquelle? Hmm. J'hésite entre, je dirais plutôt drôle. J'aime bien faire des blagues. T'en as une là? Ah non. Là, c'est comme ça. C'est tout un petit humour subtil que je vais réutiliser. Ok. Bon, en tout cas, la voiture électrique, elle t'a fait une blague hier. Ouais. Sacrée blague. Quel est ton principal trait de caractère? Hmm, c'est difficile comme question, je dirais déterminée. La détermination, ok. Si tu devais choisir une citation que tu aimes bien et que souvent souvent, bah, du coup, c'est quelque chose que tu gardes, puisque c'est souvent, on a toujours une citation qu'on garde et qu'on aime bien ressortir de temps en temps, ça serait laquelle? Ouais, j'hésite encore entre deux. Tu peux te dire les deux, hein, y a pas de souci. Ouais. Alors la première, c'est À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire de Corneille. Donc, comme quoi il faut prendre des risques dans la vie pour atteindre ses objectifs aussi. Et la deuxième, c'est La vie est trop courte pour être petite. Je trouve cette citation trop mignonne, j'aime bien. Ok. C'est pour ça que tu fais des grandes toiles, alors. Voilà, c'est pour ça que je fais des énormes fresques. Si tu devais choisir un livre qui t'inspire, tu choisirais lequel? Alors moi, en livre, je lis pas beaucoup de romans. Je vais lire plutôt des livres qui vont me documenter, donc le business plan pour les nuls, ce genre de choses. Donc là, j'ai pas d'idée de livre qui m'inspire. Là, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas lu un livre pour le plaisir. En fait, je lis tout le temps, mais c'est vraiment la documentation pour me tenir à jour sur différents sujets. Là, je viens d'acheter un truc sur l'intelligence artificielle, par exemple. Ok. Donc, Ok. T'as trouvé, il y a déjà des livres qui sont sortis, là, du coup? un gros magazine de Harvard. Ok. Eh oui. Eh ouais, l'intelligence artificielle, comme on peut voir aussi, tu vois, sur le Zoom qu'on est en train de faire, j'ai une toile qui a été faite par une intelligence artificielle, enfin une toile, en tout cas un dessin un petit peu atypique. Mm. Bon, on va aller du côté des films, alors si le livre c'est plusieurs. Si tu as un livre, film qui t'inspire, ça serait lequel? Je dirais Time Out. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a un peu perturbée aussi. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un film où en fait, il y a pas, enfin, l'argent n'existe pas, mais en fait, c'est du temps. Et, et en fonction donc les gens ont du temps en fait au niveau de leur poignet et, et ils s'échangent du temps de vie en fait. Et, et je trouvais ça vraiment incroyable et très dur aussi comme film, mais en même temps assez réaliste et super intéressant. Il y a une scène où en fait c'est le personnage principal donc est très pauvre, donc il a pas beaucoup de temps, il travaille à l'usine comme un dingue. L'État augmente les prix, etc. Donc ils ont de moins en moins de temps. Et tu vois des gens mourir par manque de temps, et notamment la mère du personnage principal qui meurt parce que le bus a augmenté son prix, qu'elle n'a pas pu prendre le bus et qu'elle a voulu rentrer à pied. Et en fait, elle n'est pas arrivée à temps à la maison, et donc tout le temps, quoi. Ah ouais, Assez- c'est chaud. Je dirais Mais pas que c'est un film finalement, non plus, mais ok. Ouais, non, mais je connaissais pas, j'irai le voir. Mais c'est vrai que du coup, si on enlève l'argent, bah oui, tout ce qui compte, c'est le temps qu'on a à vivre sur cette planète, quoi. Et qui est importante, hein. Chaque seconde que en tout cas, optimiser pour faire quelque chose qui te plaît, Mm. ça a peut-être plus de valeur que de l'argent. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Allez, une petite dernière. Si tu devais choisir une ville qui t'a marqué et où tu serais presque ravi d'aller y vivre. Barcelone. Ouais, j'ai vraiment adoré Barcelone, j'ai adoré l'ambiance. Après, c'est une ville que j'ai visitée quand j'avais 14 ans, donc peut-être que mes souvenirs sont un peu erronés. Je devrais y retourner pour vérifier quand même la chose. Mais sinon, Pékin. Pékin, j'y ai vécu pendant 3 ans, il y a pas si longtemps, donc j'ai assez de recul pour dire que je m'y sentais bien. Ok. Mais tu as vécu à l'époque du confinement? Non, non, c'était bien avant, heureusement. Ah, ouais. Parce que du coup, c'est un peu plus strict là, je crois. À Pékin, Ouais, non. Là, aujourd'hui, je voudrais pas y vivre, carrément, non, c'est pas possible. ah ouais, là, j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué de vivre en Chine en ce moment. Ok. Alors, bah, du coup, on a fini notre petit portrait chinois. Donc, ça nous permettait d'avoir notre warm-up pour ensuite rentrer un petit peu plus dans les questions en lien, bah, du coup, ton parcours, le mental, ta philosophie aussi, puisque
Tu as vécu dans un pays 3 ans, donc ça t'a apporté certainement sur le plan philosophique des choses un petit peu différentes. Peut-être que tu vois aussi le monde différemment grâce à ça. Si on revient sur ton parcours, du coup, tu peux nous le retracer un petit peu ton parcours. Comment aujourd'hui, tu es entrepreneuse, mais du coup, est-ce que tu t'es formée pour être artiste? Est-ce que tu as fait une école? Est-ce que tu t'es formé par toi-même? Ou tu as fait d'autres études carrément enfin, autre chose que ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu t'es formé? Bien sûr. Alors, en seconde, j'avais été sélectionnée pour une seconde art appliqué. Donc c'est vraiment très très difficile d'avoir cette seconde parce qu'il fallait environ 18 de moyenne pour intégrer. Et finalement, ça m'a pas plu parce que on peignait, par exemple, il y avait eu un sujet pendant 3 semaines, on devait dessiner des bananes et je trouvais ça assez affolant. Et puis niveau créativité, j'étais pas du tout à mon maximum. Donc j'ai finalement arrêté et j'ai repris une première générale. Donc là, j'ai eu mes premiers cours d'économie et j'ai vraiment adoré ça. Donc par la suite, je me suis plutôt orientée vers une école de commerce. Donc j'ai fait Neoma Business School et c'est là que du coup je suis partie dans le cadre de mes études 3 années en Chine. Donc j'ai un diplôme français et un diplôme chinois. Par la suite, j'ai voulu me spécialiser en marketing, donc c'était vraiment la voie la plus créative, on va dire, dans mon parcours en école de commerce. Et une fois diplômée, donc j'ai bien commencé le salariat, donc avec un premier poste en tant que chef de marque. Et pour plusieurs raisons, et notamment parce que je m'entendais pas avec mon manager, ça s'est très vite terminé. Il y a une deuxième expérience juste après celle-ci qui s'est mal passée plus ou moins pour les mêmes raisons. Et moi, j'avais toujours, je peignais déjà et je faisais déjà des fresques. Parce que ça, c'est venu en fait au fil du temps. Je le faisais au début par passion, mais j'ai toujours dessiné et j'ai toujours peint, quelles que soient mes études. Et, et voilà, en fait, ces deux plutôt mauvaises expériences m'ont fait prendre conscience qu'en fait, il fallait pas que j'attende non plus, que j'attende que les choses viennent à moi que j'allais pas en fait essayer toutes les entreprises du monde pour trouver un endroit dans lequel je me sentirais bien. J'étais aussi peut-être très stricte avec ce que je voulais. Bon, je voulais un bon salaire pour vivre à Paris. J'estimais qu'il fallait que j'ai un très bon salaire. Et au démarrage, c'est pas toujours facile non plus d'avoir un bon salaire. Donc il y avait ça. Je voulais aussi être libre dans le sens où, par exemple, ce qui s'est passé dans mon deuxième poste, c'était que le bureau était à une heure de métro de chez moi. Et ça m'allait pas parce que c'était pas ce qui était prévu déjà de base. De base, on s'était dit moitié télétravail, moitié présentiel. Et finalement, le manager a changé d'avis. Donc ça m'a pas vraiment plu. Donc ouais, voilà, c'était plus au niveau des libertés où je m'y retrouvais pas. Et voilà, donc je suis très très contente de ce choix de vie. Au final, ouais, en fait, c'est tout ce qui est autour du salariat, moi, qui me plaisait pas. C'est devoir faire du 9h, 18h ou voire 19h, parce que dans mon métier, c'était plutôt 19-20h, et ne pas pouvoir adapter ses horaires comme on le souhaite. Moi, j'ai des périodes où je vais être ultra productive et peut-être produire une journée de travail en 2 heures. Et dans le monde du salariat, je peux pas dire, bon, ça y est, mon travail est fait, en gros, je m'en vais. Ça, c'est pas possible. Après, au final, bon, là, aujourd'hui, à mon compte, je travaille quand même toute la journée jusqu'à 20h, et le week-end aussi. Mais c'est pas pareil parce que j'ai pas l'impression de travailler, en fait. Enfin, bon, il y a des moments où je suis fatiguée, je fais des pauses, bien sûr, mais c'est très différent. Je pense que de toute façon, j'étais faite pour l'entrepreneuriat dès le début. Parce que, mon père est entrepreneur aussi. Il est artisan peintre en bâtiment. Donc, ouais, la liberté, je dirais, la soif de liberté. Bon, il fait des fresques lui aussi? Pas du tout. Non, lui, il peint les murs en blanc, il fait des petits effets déco parfois, mais non, pas du tout la même chose. On est complémentaires. Ok. Lui, il prépare le terrain. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok. De quoi tu es le plus satisfaite avec le recul? Alors, tu as eu quelques expériences qui t'ont amené du coup à prendre conscience que du coup l'entrepreneuriat et finalement la soif de liberté et d'adaptation que tu voulais, c'est ta voie. Mais du coup, malgré toutes les expériences que tu as, enfin, que tu as pu avoir, c'est quoi ta plus grande satisfaction? Moi, je dirais que dans la vie, il n'y a pas vraiment de hasard et je suis satisfaite de ça parce qu'en fait, même si j'ai eu de mauvaises expériences, je serais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui si j'en avais eu de bonnes, en fait. Et je suis satisfaite de ces mauvaises expériences dans le sens où elles m'ont vite poussée vers une autre voie, malgré moi, hein, parce que c'était pas non plus un choix de vivre tout ça, mais ouais, je suis plutôt satisfaite du coup de maintenant en fait avoir entrepris toutes ces choses, tous ces projets que j'ai là, notamment les fresques.
Donc voilà, c'est une bonne chose. Après, les débuts étaient difficiles, mais je suis quand même contente du destin, on va dire. Si je te dis une phrase que j'aime dire, rendre possible l'impossible, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à ton parcours? Oui, ça peut, ça peut. Et du coup, tu l'associerais à quoi? Ah, moi, je l'associe à mes parents qui me suivent pas encore pour l'instant dans ce choix de parcours. Je pense que voilà, ils ont peur et ils préféraient pour moi que j'ai choisi la voie du salariat. Donc pour l'instant, c'est encore impossible, mais je vais le rendre possible et leur prouver que j'avais raison et que c'était bien la meilleure voie. Alors, ils sont un petit peu sceptiques. Ouais, bah après les parents ils s'inquiètent souvent, ils veulent le meilleur, donc c'est vrai que comment dire l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est pas forcément très simple, mais à partir du moment où on a un don dans les mains et qu'on est capable de le faire fructifier, et puis du coup toi avec ton parcours en tout cas en école de commerce, bah, finalement t'es ton propre produit finalement à pousser quoi. Donc mais après il y a peu de gens qui font ce que tu fais finalement. Enfin, j'en connais pas beaucoup. Et donc c'est intéressant aussi parce que c'est quand même chouette d'avoir chez soi une jolie fresque et en fait finalement on est des comment dire, c'est une œuvre d'art chez soi quoi. Donc ça c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Bon, il faut pas déménager après, c'est juste ça. Il faut être propriétaire dans l'idéal aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vaut mieux. Ok, allez, on va parler de mental. Si tu devais le définir ce mot, le mot mental, tu le définirais comment? Donc, je dirais que c'est la capacité à dépasser ses forces, à se dépasser, quoi. J'imagine un coureur, en fait, fatigué, épuisé physiquement et continuer à courir grâce au mental. En fait, c'est exactement ça le parcours d'un entrepreneur. Enfin, il y a des moments où on est fatigué, il y a des jours avec et des jours sans. Et c'est le mental qui nous tient encore en train de courir, quoi. Et si justement, si tu devais peindre une personne qui a un bon mental, tu ferais quelle peinture? Je pense que je dessinerais une personne en mouvement et en bout de course, les bras en l'air et fière d'être arrivé jusqu'au bout. Ouais, comme les finishers des marathons. Exactement, ouais. Ok. Il y a ces vidéos là qui sont super d'une personne. J'ai une vidéo en tête d'une femme qui court et qui est vraiment loin, loin derrière tout le monde et qui arrive à rattraper tout son retard et à doubler tout le monde. Mais ça, ce genre de vidéo, mais c'est incroyable. Oui, oui, ben je la vois tout à fait cette vidéo. C'est une vidéo. Alors moi, je la trouve chouette parce que elle cloue le bec des présentateurs qui disaient que c'était mort, qu'elle serait pas sur le podium, et au final, bah ça montre bien que bon bah voilà, rien n'est jamais perdu d'avance quoi. Donc et voilà. Des fois, j'ai un peu une dent contre les présentateurs français parce qu'ils mettent toujours les athlètes français, ils en parlent toujours de manière pas toujours positive et du coup ça m'agace. Voilà. Est-ce que tu te prépares mentalement? Comment tu fais pour te mettre dans les meilleures dispositions possibles pour peindre, pour être dans ta bulle, pour te concentrer? Comment tu fais? Alors déjà, quand je peins une fresque chez mes clients, je demande toujours à être seule avec mon mur. Je veux vraiment aucune distraction, pas un bruit. Bon, parce que si je suis surprise par quelque chose, j'ai vite fait de mettre un petit coup de pinceau en trop, ce qui serait plus ou moins dramatique selon le mur. Donc déjà ça, j'aime bien mettre de la musique, ça me détend beaucoup. Ou écouter des podcasts en même temps. J'ai tendance à vouloir faire trop de choses en même temps. Je suis capable de peindre et d'écouter un podcast et en même temps de faire une pause et de prendre des notes parce que j'ai bien aimé ce que j'ai appris dans le podcast. Enfin, donc j'aime bien faire plein de choses en même temps. Mais ouais, pour peindre, du coup, un peu de musique, mes pinceaux, de la tranquillité, donc pas de distraction. Et c'est parti. Est-ce que tu utilises alors du coup, bah, tu utilises la musique, les podcasts. Est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en place au quotidien, alors que ce soit pas forcément que pour te peindre les murs, mais pour te détendre? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu fais de la méditation? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors moi, je suis quelqu'un de particulièrement stressé, je pense, et j'ai rien réussi à mettre en place contre ça. Donc non, pas de méditation pour me détendre. Je vais boire un verre avec mes amis et ça suffit pour l'instant. Mais C'est très bien aussi, hein, parce que du coup, on voit du yoga à toutes les sauces, de la méditation dans tous les trucs. Bah, après, voilà, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que
pour chaque individu, voilà, chacun sa méthode pour pouvoir trouver ce qui lui fait du bien, quoi. Donc, c'est pas forcément des méthodes toutes faites qu'on va trouver dans des livres ou c'est ce qu'on aura expérimenté, ce qu'on aura évalué être bon et être le meilleur pour soi, quoi. Donc, si c'est aller boire un verre avec les copains, bah, c'est super aussi. Après, peindre, moi, c'est quelque chose qui me détend aussi, en fait. Donc, certes, enfin, c'est mon travail, mais ça a toujours été un exutoire avant d'être mon métier. Donc, ça reste un exutoire. Même si c'est vrai que bon, peindre sur les murs, la première heure est stressante. La première heure, t'es face à ton mur blanc, tu te dis waouh, mais si je le rate, mais en fait, j'ai jamais raté un mur. Mais il y a toujours cette petite appréhension au début qui finit par passer une fois que c'est parti, et là, c'est le bonheur. Mais, euh, mais non, j'adore peindre, donc pour le coup, c'est mon travail et aussi une activité qui me détend, donc c'est parfait. Effectivement, l'art-thérapie, ça existe, hein. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en lien avec ça. Alors moi, je sais que c'était pas plus tard qu'hier, j'ai acheté des mandalas à mon fils pour parce que du coup, ça le canalise et ça lui fait du bien de colorier des mandalas. Mais voilà, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être sympas. Après, on peut partir d'une feuille blanche et créer, donc ça c'est chouette aussi pour travailler sa créativité. Donc ouais, non, c'est des super outils que d'utiliser l'art pour sa créativité ou pour penser à autre chose, quoi, se concentrer sur autre chose. Ok. Alors, comment tu te situes en termes de confiance? Alors, souvent, c'est une question que je pose, mais du coup, souvent, là, j'ai deux types de profils. J'ai ceux qui me répondent que, bah, dès le départ, bah, leur éducation, leurs parents les ont mis en confiance et du coup, bah, ils ont pu développer de la créativité. Enfin, ils ont jamais ressenti un peu ce manque de confiance. Et puis, il y a ceux qui disent que, bah, ils n'étaient pas très confiants au départ, mais que les expérimentations ont fait qu'avec le temps, bah, ils ont acquis cette confiance et bah, aujourd'hui, elle peut être fluctuante, mais en tout cas, voilà, ils ont en eux, en tout cas, on va dire un réservoir de confiance suffisamment grand pour entreprendre, aller de l'avant et voilà. Et donc, toi, tu te situes comment? Elle est difficile cette question. Effectivement, la confiance, elle fluctue beaucoup. Elle est jamais au même niveau. Enfin, d'un jour à l'autre, mais par rapport aux événements qui se passent aussi, enfin, un client qui annule une fresque à la dernière minute, bah voilà, c'est un coup dur, mais ça ne me remet pas moi personnellement en question. Mais c'est sûr que on se dit à mince, ce mois-là, il va être compliqué, etc. Mais non, je dirais que j'ai plutôt confiance en moi. J'ai beaucoup d'ambition et ça m'aide beaucoup en fait à dépasser aussi les petits manques de confiance qu'on peut avoir parfois. En revanche, c'est vrai que avant d'entreprendre, une des conditions, mais dont j'avais besoin à 1000% et sans laquelle j'aurais pu entreprendre, il fallait absolument que quelqu'un d'autre ait confiance en moi, limite plus que moi. Et donc, dès que j'ai trouvé cette personne, moi, je me suis accrochée à elle comme un rocher. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi justement à entreprendre et j'en serais pas du tout là sans elle. C'est sûr que je l'aurais pas fait en fait. Déjà, entreprendre sans que mes parents soient de la partie, c'est quelque chose qui est compliqué et difficile parce que bah, j'ai toujours eu mes parents. Mes parents ont toujours été derrière moi et m'ont toujours soutenu pour tout. Et là, c'est vraiment la première fois qu'ils y vont à reculons un petit peu. Donc, donc ouais, je dirais que j'ai plutôt confiance en moi, mais j'ai besoin de pas être toute seule à y croire non plus. Et pour l'instant, ça va, je suis pas toute seule et là, c'est bien parti pour que ça marche. Bon, en tout cas, t'as le soutien du podcast. Yeah. Mais du coup, ouais, non, mais c'est chouette, c'est chouette. Après, tu vois, à travers le podcast, ce que je trouve chouette, c'est ton témoignage peut aussi aider d'autres à se lancer aussi. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de talents et à un moment donné, bah, ils sont peut-être pas forcément, bah, comme toi, ce rocher sur lequel s'appuyer pour pouvoir se lancer parce que ils ont une sorte de sécurité, quelqu'un voilà, qui va les soutenir et c'est jamais simple de se lancer, hein. C'est évidemment, comme tu disais, une fresque annulée, bah, forcément, bah, c'est une rentrée d'argent en moins et voilà, donc du coup, tu vis de ça. Donc c'est important aussi, bah, que du coup, t'aies du travail pour vivre. Mais je trouve que c'est intéressant voilà, de permettre à des jeunes, hein, ou moins jeunes, de se lancer dans quelque chose qu'ils aiment, quoi. Et aller faire, comme tu disais si justement, même si tu travailles tard, c'est aller faire un travail qui te plaît, où t'es épanoui. Finalement, même si tu travailles 12 heures,
fait, tu vois pas forcément le temps passer puisque tu es dans ton élément, en fait. Exactement. Exactement. Moi, ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup surpris. La différence, en fait, entre quand tu travailles en tant que salarié dans une entreprise et que, parce que franchement, ce que je faisais me plaisait énormément aussi, hein. J'adorais vraiment mon métier, mais au bout d'un moment, bah, mon cerveau saturait et quand j'avais trop produit de travail, entre guillemets, bah, c'était terminé, je pouvais plus rien faire. Alors que là, aujourd'hui, à mon compte, et pourtant, ces derniers mois, il y a eu des mois où j'ai travaillé pour rien, entre guillemets, parce que bah, je faisais des réseaux sociaux, j'écrivais des textes, etc. Je faisais mon site, toutes ces choses-là qui directement ne me rapportent pas du tout d'argent. Je l'ai fait en travaillant énormément des heures et des heures et sans voir le temps passer, alors que bah, c'est typiquement ce que je faisais pour deux entreprises où je voyais beaucoup plus le temps passer. Où, bon, c'était quand même différent. C'est vraiment différent quand on fait les choses pour soi. Et je pense que moi, ce qui me plaît aussi, c'est de pas avoir besoin de la validation de quelqu'un d'autre. Ce qui me frustrait beaucoup en entreprise, c'était de montrer mon travail dont j'étais sûre qu'il était bien, que voilà, ça correspondait aux attentes et que ça allait fonctionner et qu'en fait mon manager me disait non mais plutôt ça alors que ça me semblait pas forcément pertinent mais je devais appliquer ce que le manager avait dit et ça j'avais vraiment horreur de ça. Alors aujourd'hui c'est moi qui prends les décisions et parfois elles sont mauvaises, hein, ça arrive, mais au moins j'apprends de mes erreurs et je deviens de plus en plus performante, alors qu'en entreprise bah finalement quand on est jeune on est assez réduit par la pensée des managers qui bah nous donnent en fait les grandes lignes et sont peut-être moins aussi dans cette notion d'apprentissage. Et le marketing, c'est beaucoup ça, hein. C'est faire des essais, rater, essayer autre chose et que ça fonctionne. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai une vidéo du coup sur Instagram et c'est comme ça qu'on s'est connus, qui a fait 400 000 vues. Bah, ça, c'est en faisant plusieurs essais, en essayant différentes heures, différents sons, différentes images, etc., que j'ai réussi à faire ça. Et bah, c'est sûr que ça prend du temps, mais voilà. Ah ouais, c'est de la B-testing, quoi. Ouais, exactement. Faut... Mais c'est un peu partout. C'est comme ça dans tout, en fait, parce que souvent j'aime prendre cet exemple-là, mais à partir du moment où tu es à quatre pattes et que tu apprends la marche, bah c'est erreur, en fait. Parce que jusqu'à ce que tu arrives à marcher correctement, quoi, et pour ensuite aller courir. Souvent, je dis que bah, Usain Bolt, avant d'être, en tout cas, peut-être l'homme le plus rapide du monde, bah, il est passé par toutes les étapes, c'est-à-dire il a commencé par marcher à quatre pattes, quoi. Et il n'était pas à ce moment-là le plus rapide du monde. Donc c'est les essais-erreurs, l'entraînement, la répétition des efforts et bah, du coup le fait de s'entraîner et de refaire qui fait que on est de plus en plus performant, quoi. Bon, après on n'est pas tous Usain Bolt, hein, on va pas courir en moins de 10 secondes, mais en tout cas c'est toujours le même schéma qui se reproduit. C'est le fait de répéter, d'apprendre de ses erreurs, comme tu dis si justement, et puis d'y croire et d'être persévérant. Donc, tu parlais de détermination tout à l'heure, qui était un de tes traits de caractère. Mais voilà, c'est ça qui est important aussi de retenir, c'est que on n'aura rien sans rien en fait, hein. Donc, et toutes les grandes réussites ont finalement un peu de choses près le même modèle, hein. Ok, droit à l'erreur. On en parle? Du droit à l'erreur? On peut. Allez. Bah, comment ça se passe si tu te trompes? C'est possible de se tromper? Si tu fais je sais pas moi, t'es surprise et tu fais, hop, ça déborde. Tu fais comment? Alors, j'ai jamais eu le cas d'une grosse erreur sur une fresque. J'ai eu un souci une fois. J'ai vraiment eu peur, mais finalement, il y a eu une solution et ça s'est résolu. En fait, j'aime bien appliquer de la feuille d'or sur mes fresques. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets une petite colle transparente. Ensuite, je pose mes feuilles d'or et après, avec un pinceau, je viens effacer la feuille d'or, donc tous les résidus qu'il y a autour. Et donc, ça fait un petit effet que j'aime bien. Je saurais pas expliquer, il faut le voir pour comprendre, mais voilà. Et ce qui s'est passé cette fois-là, c'est que mon pinceau n'était pas propre et je l'avais pas vu. Et, et en fait, bah, j'allais très vite en fait. Et quand j'ai enlevé le pinceau et que j'ai regardé, le mur était un peu noir. Ça avait un peu noirci le mur, donc très légèrement. Mais moi, je le voyais et ça, c'était pas du tout possible. C'était pas du tout possible de laisser le mur comme ça. Donc, j'étais un peu en panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et, et heureusement, j'étais pas seule. J'avais une assistante avec moi qui a une idée brillante et qui m'a sorti des éponges magiques et qui m'a dit, mais essaie avec ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est de la peinture à l'huile. Ça va jamais partir, en fait. Enfin, c'est impossible que ça parte avec une éponge magique et un peu d'eau. Et en fait, c'est très bien parti.
il y avait plus aucune trace. Et donc maintenant, je pars toujours en fresque avec 20 éponges magiques au cas où il y a le moindre souci. Mais voilà, ouais, non. Après, c'est vrai que pour le coup, l'éponge magique m'aide beaucoup, mais je fais généralement pas d'erreur, quoi. Enfin, il y a pas trop d'accidents possibles si j'ai bien toutes les conditions que j'ai demandées, à savoir être toute seule dans la pièce, ma musique à fond, du café si possible. Et là, c'est parti. Ok. Et autrement, dans la vie de tous les jours, comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? On fait tous des erreurs au début quand on entreprend. Ça fait partie du jeu aussi. Même si bon, moi je me suis beaucoup documentée pour en faire le moins possible, mais ça n'a pas suffi. Et une grosse erreur que j'ai faite, enfin grosse, ça va, j'en suis pas morte non plus, mais en fait j'avais un restaurant qui m'avait approché pour faire une fresque. Il voulait un portrait asiatique, et donc c'était un de mes premiers clients, donc la période où je me suis lancée, et j'avais pas d'autres clients, donc moi j'étais super content. Et en plus un portrait asiatique, pour moi qui suis partie en Chine, c'était vraiment exactement ce que j'avais envie de peindre. Donc, donc voilà, donc j'ai fait des propositions qui n'ont pas été retenues, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres qui n'étaient jamais retenues. Mais en fait, j'arrivais pas. Moi, j'étais en contact avec l'architecte d'intérieur au lieu d'être en contact avec le client. Donc déjà, c'était un peu téléphone arabe. J'avais pas les mots du client, mais ceux de la décoratrice d'intérieur qui les avait repris un petit peu à sa sauce. Et donc déjà, j'avais pas le bon brief au moment où moi je dessinais. Parce que forcément, avant de dessiner, de peindre une fresque sur le mur, je fais déjà mes dessins avant. Et, et donc, j'ai dessiné pendant un mois sans facturer parce que j'estimais au début ne pas devoir facturer ce temps parce que je partais du principe qu'à partir du moment où le client n'avait pas eu le modèle qu'il voulait, la solution finale, bah, il allait pas vouloir payer. Sauf qu'en fait, bah, moi, j'ai dessiné un mois gratuitement pour que le client me dise non, bah, laissons tomber, je vais prendre un autre artiste. Alors qu'en fait, c'est juste que j'avais le mauvais brief déjà de base parce que ben il voulait une fresque d'une asiatique sexy et moi j'avais pas ce mot-là, sexy. Donc parce que la décoratrice n'avait pas forcément voulu me le dire, je pense aussi. Mais mais donc voilà, donc l'erreur ça a été bah, de travailler de cette façon-là sans facturer. Donc bah maintenant j'ai remis tout ça en place et ça se passera plus comme ça. Mais voilà, c'était l'erreur. Ok, ok. Mais ouais, parce que du coup, on se représente pas, mais du coup, avant que la fresque soit sous le mur, bah, il y a tout un travail de préparation et ça, du coup, bah ouais, si tu le factures pas, bah tu passes beaucoup de temps dessus, quoi. Ouais, ça prend beaucoup de temps et même au-delà de ça, maintenant, ce que je fais, du coup, c'est que le premier dessin, je le considère comme gratuit, entre guillemets, dans le sens où ce sera déduit, en fait, de la fresque. Donc, je facture ce temps à domicile à dessiner sur ma tablette 50 € de l'heure. Donc, si j'ai passé 4 heures à dessiner, donc ça va être 200 €, mais 200 € qui seront déduits de la fresque si c'est le bon dessin, le premier. Donc, ça oblige, en fait, les clients à faire une demande précise dès le début et pas à faire comme s'ils étaient chez Cora et me dire, ben, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, enfin voilà. Et, euh, et sinon, bah, les deuxièmes dessins seront facturés. Deuxième, troisième dessin, voilà. Ouais, c'est un peu le même principe que quand on veut se faire un logo, finalement. Ouais, c'est ça. Un logo, un tatouage. Ok. Si je te dis le regard des autres, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, c'est compliqué, on n'a pas tous le même rapport au regard des autres. Moi, j'essaie au maximum d'être fidèle à moi-même et de pas forcément plaire. Par exemple, enfin, un des traits de caractère qui me correspond le plus, que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est la franchise. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est ce qui m'a perdu d'ailleurs dans le salariat. Parce que bah, dès que je pensais quelque chose, je le disais. Et non, le regard des autres. Forcément, quand je suis artiste fresquiste, donc je fais quelque chose qui esthétiquement doit plaire. Donc évidemment, je pense au regard des autres quand je peins, mais je peins quand même uniquement ce que j'aime. On m'a contacté pour des Marvel, par exemple. Ben, j'aime bien Marvel, mais c'est pas mon style et c'est pas du tout ce que j'ai envie de dessiner et de représenter. Donc voilà, j'adapte aussi en fonction de tout ça. Donc, sur un Marvel asiatique. Ouais. Ok. Alors, très souvent, notre humeur est fluctuante d'une journée à une autre, hein, puisque bah, émotionnellement, on n'est pas linéaire. Et on entend de plus en plus parler de psychologie positive, de rester positif, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu essayes de faire, malgré l'humeur fluctuante, de rester positive? Et si oui, comment tu t'y prends? J'aimerais beaucoup réussir à faire ça, mais pour le coup, non, pour l'instant, j'ai tendance à plutôt subir mes émotions. Par contre, je fais en sorte qu'elles ne ressortent pas forcément et
à rester la même avec les autres, quelle que soit mon humeur, parce qu'on a tous des bonnes, des mauvaises nouvelles. Et je fais en sorte que ça n'impacte pas mon entourage. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de solution pour l'instant. Mais je pense vraiment essayer la méditation et j'ai déjà essayé, mais malheureusement, mon cerveau tourne en boucle. C'est impossible de l'arrêter et d'arrêter de penser. Je suis tout le temps en train de penser à 1000 choses à la fois, prendre des notes sur mon téléphone, me dire, ah oui, ça, faudrait que je le fasse, c'est une bonne idée, ou pas noter et oublier l'idée, essayer de m'en souvenir. Enfin, Ouais, c'est pas évident de méditer quand on a des flux de pensée qui sont incessants, quoi. Mm. Mais bon, c'est comme tout, hein, il faut tester petit à petit, 5 minutes, 10 minutes, Ouais. essayer de se prêter à l'entraînement quotidien, et puis, comme tout entraînement, après, on progresse. Mm. Ouais, bah, les quelques fois que j'ai essayé, en fait, soit j'y arrivais pas parce que vraiment je pensais beaucoup trop, soit je m'endormais. Donc, je pense que j'ai jamais trouvé le juste Juste, milieu. voilà. Ou alors, il faut que tu visualises dans ta tête que tu es en train de peindre une fresque, peut-être. Peut-être que ça va t'aider. Mm. On va parler de motivation. Alors, c'est quoi tes trucs pour toujours être motivé? Je sais pas, je dirais que je suis naturellement toujours motivée. Je pense que l'ambition fait beaucoup. Moi, ce qui va me motiver particulièrement, ça va être, j'aime beaucoup ce qui est compliqué. Donc, plus la fresque va être compliquée à réaliser, plus je vais adorer ça. Donc, soit une fresque très très grande, soit avec énormément de détails. Ça, j'adore. Les motivations aussi qui m'ont poussé à faire ce métier, c'est que j'adore voyager. Donc là, je voyage dans toute la France, donc c'est super. Je vais même avoir une fresque bientôt à Genève. Je suis jamais allée en Suisse, donc je suis super contente de pouvoir voyager. Donc ouais, voilà, je dirais l'ambition, l'envie de me dépasser et le voyage. Non, bah super. Ouais, j'espère que tu en feras dans plein de pays différents. Parce que du coup, c'est ça qui est chouette aussi, de pouvoir voyager. Peut-être tu retourneras en Chine pour en faire. Peut-être, oui. Ok. Du coup, on parlait de tes émotions tout à l'heure, tu me disais que tu avais du mal à le gérer, mais malgré tout ça, quand tu es un peu sous pression ou stressé, qu'est-ce que tu mets en place pour t'aider? Moi, j'utilise la carte Joker appel à un ami, en général. Ouais. Carte Joker, ok. Après. Ok, bah du coup, t'as besoin de parler, du coup, tu utilises le fait de t'exprimer, d'évacuer par le fait de déposer ça à quelqu'un d'autre, finalement. Bah, déposer, non. Enfin, mais oui, l'échange et même échanger avec quelqu'un qui sera forcément plus rationnel que moi sur le moment, ça va beaucoup m'aider. Après, ce que j'utilise beaucoup et qui est pas forcément le meilleur non plus pour l'humeur, mais j'essaie de relativiser et de penser à tout ce qui se passe dans le monde qui est bien, bien plus grave que ce qui peut m'arriver sur le moment. Après, je pense que voilà, enfin, les émotions, quand elles sont trop fortes, faut aussi, enfin, moi, j'ai besoin en tout cas de les extérioriser et de surtout pas les intérioriser parce que sinon, en fait, on est un vase qui va finir par déborder. Donc voilà, bah, quand je suis en colère, je m'énerve, hein. Par exemple, quand je suis triste, je pleure. Et c'est normal, je pense aussi. Ouais, bah tu vis tes émotions, quoi. Voilà. Tu les camoufles pas. Non. Donc, ta concentration, bah, du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Bah, une de mes dernières questions que j'aime poser pour clôturer le podcast, c'est, il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, je dirais que ma force mentale se renforce petit à petit, plus j'ai de projets et plus elle s'agrandit. Je pense que ce qui est très difficile au début pour un entrepreneur, c'est la peur de l'échec. Et c'est ce qui empêche beaucoup de personnes à se lancer. Parce que, on a peur d'essayer quelque chose et qui finissent par ne pas marcher, d'avoir communiqué, etc., auprès de ses proches sur son projet pour finalement passer pour un idiot, entre guillemets, et que ça n'ait pas marché. Donc, mais je pense qu'en fait, il faut juste se lancer, du coup, pour avoir ses premiers succès aussi. Et une fois que cette peur de l'échec est passée, bah, c'est parti. Et là, la force mentale, elle est là, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. J'ai une question qui me vient avant de clôturer, c'est qu'est-ce que tu as retenu de ton passage en Chine sur le plan philosophique, sur la manière de vivre, sur peut-être la manière de gérer les émotions? Quel impact ça a eu sur ton mental? Je dirais que la Chine, ça m'a rendue beaucoup plus autonome et indépendante. Je suis partie très jeune et bon, c'était quand même, je partais à l'autre bout du monde. J'avais jamais quitté la France quand je suis partie en Chine, donc j'avais vraiment jamais voyagé. Je connaissais aucune autre culture. Donc là, je
Je suis vraiment sortie complètement de ma zone de confort. Donc, bien sûr, j'étais pas seule, j'ai fait beaucoup de rencontres. Enfin, en Chine, il y a une communauté d'expatriés qui est incroyable et je pense qui est peut-être plus forte que dans la plupart des autres pays parce que c'est un pays tellement différent des autres cultures qu'on est vraiment très, très soudés entre nous. Mais ouais, je dirais que ça m'a rendue plus autonome et plus indépendante. Ça me dérange pas du tout de partir seule pendant une semaine, faire une fresque chez un client. Voilà, j'aime bien ça aussi. Maintenant, même depuis que je suis partie en Chine, j'ai tendance à préférer voyager seule pour découvrir un autre pays. Je vais prendre mon sac à dos et partir toute seule, ça me va très bien. Donc voilà, je dirais que ça a développé autonomie et indépendance. Et sur le plan philosophique et sur le plan du mental, c'est quoi les grandes différences que tu peux remarquer entre nous Européens et eux de l'autre côté? Il y a énormément de différences. C'est très très différent. Ils ont vraiment une manière de voir les choses qui leur sont propres et qui sont aussi que moi j'ai trouvé très belles. J'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent là comme ça, mais ils ont un rapport au corps différent. Déjà, pour l'alimentation, par exemple, ils vont manger à des horaires très différents des nôtres. Ils vont manger à 18h, le repas du soir au plus tard, notamment parce que par rapport au temps de digestion, etc. Ils boivent de l'eau chaude et pas de l'eau froide. Donc voilà, au niveau de la médecine, il y a la médecine chinoise, donc avec des plantes, ce genre de choses. Non, ouais, je dirais qu'ils ont les Chinois ont une façon de penser très différente. Même, oui, il y a la religion bouddhiste aussi, ils croient en la réincarnation. Donc, ils voient vraiment les choses très différemment, mais c'est une belle vision du monde aussi. J'ai vraiment aimé découvrir. Ok, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses à mes questions. Et pour clôturer le podcast, mon invité, systématiquement, l'objectif, c'est de laisser un peu, laisser une fresque dans ton épisode. Finalement, c'est un peu ça. De quelque chose qui te tient à cœur, en fait, en tout cas, de communiquer aux auditeurs qui nous écoutent pour venir clôturer le podcast. Ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, s'il y a des personnes qui ne se sont pas encore lancées, il y aura peut-être des événements déclencheurs comme une mauvaise expérience dans le salariat ou une rencontre avec une personne qui vous poussera à le faire en fait, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas attendre que autre chose. Moi, je l'ai attendu et j'ai eu de la chance que ça arrive assez tôt. J'ai 26 ans, donc je suis contente de me lancer aussi jeune. Mais n'attendez pas qu'un autre événement ou autre chose le fasse à votre place, parce que ça peut aussi ne jamais arriver. Ce serait bien dommage. Et quoi qu'il arrive, et même si ça devait mal se passer, il y a toujours de quoi rebondir et ça ira. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation et plein de fresques à venir. Et écoute, on continuera à te suivre. Donc, si les gens veulent te suivre, on peut aller te chercher sur Instagram, je crois. Donc, du coup, si tu peux nous rappeler ton compte, c'est... Alors, c'est Grabiart, G-B-I-T.fresque. Voilà, comme ça, les gens pourront aller voir. Et puis, visiblement, tu as un site internet, donc s'ils peuvent aller jeter un œil aussi... C'est pareil, c'est la même chose? C'est Stacy.grabias, ouais. Non, Stacy Grabias. Ok, écoute, super. En tout cas, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode pour les plus curieux. Et puis, je te dis encore un grand merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.